Messieurs, dames, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence dédiée aux fonds et aux ETF. Ce soir, nous sommes live sur YouTube. Donc, salutations à vous qui nous regardez en ce moment en ligne. Vous avez vu l'affiche de la conférence. Donc, ce soir, nous avons plusieurs experts qui vont intervenir pour vous parler des ETF et des fonds. Chez Swissquote, nous avons un thème qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit de l'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez tous, c'est favoriser le plus possible la diversité au sein de notre banque. Je vais vous faire une petite confidence. Au sein de mon équipe, j'ai que des messieurs. Et le dernier que je devais engager, je voulais juste m'assurer que la responsable de la RH ne me tient pas rigueur. Je me suis rapprochée d'elle et j'ai dit « Est-ce que je peux encore engager un homme ?» Elle m'a dit « Tant qu'il y a une femme aux commandes, tu peux y aller. » Alors ce soir, j'ai le plaisir d'ouvrir le bal avec 3 experts, 3 messieurs, qui vont intervenir durant cette conférence pour vous présenter les fonds et les ETF dans toutes les directions possibles et imaginables. Nous avons discuté avec les intervenants et nous avons convenu que le plus important, c'est sans doute vos questions à vous. Je vous dis d'ores et déjà, n'hésitez pas à les préparer, à les poser. Ne soyez pas timide, vous pouvez les poser à n'importe quel moment durant cette présentation. Alors, qui va intervenir ici pour nous parler des fonds et des ETF ? Alors, il y a celui qui est intimidé quand je parle de lui comme une star. Et pourtant, pour moi, c'est un personnage phare du monde fou de la finance, comme il l'appelle, et qui inaugure nos journées sur YouTube avec son Morning Bull. Vous le trouvez sur scène, sur les écrans, sur les ondes. Et aussi, pendant ses vacances, il nous tient au courant de la finance et nous partage sa passion pour la finance. Et ce soir, nous allons accueillir Thomas Veillet. Je vous demande d'applaudir très fort Thomas. Et puis, comme je l'ai dit, Thomas n'est pas seul ce soir. Nous allons voir un parfait duo se constituer avec son acolyte. Et en fait, durant cette présentation, nous avons eu des affiches de la conférence que vous avez sans doute reçues. Et celui que vous avez vu en noir et blanc sur les affiches, car à défaut de trouver une image plus récente de lui, vous allez avoir l'honneur de le voir en chair et en os. Et je vous demande d'applaudir très très fort Monsieur Marco Rastadali. La couleur, c'est l'âge. Hein, c'est une question de génération, ça n'a rien à voir. On n'est pas très loin au niveau de l'âge. L'âge n'est qu'un nombre, n'est-ce pas? Alors, ne vous gênez pas. Surtout, nous sommes là pour vous ce soir. Nous sommes là pour vos questions. N'hésitez pas à vous approcher de ces messieurs et de nous tous. Les membres de Swissquote sont ici pour pouvoir vous accompagner durant cette soirée. Et sans plus attendre, je passe la parole à nos 2 experts. Tu commences ou je commence? Je commence. Ah non, attends, je fais juste l'intro, parce que paraît-il que les Américains, pas Trump, les Américains, ils commencent toujours par un gag. Alors on va le faire simple. Ça va être comme la fondue aujourd'hui, d'accord? Donc moi, je suis le mec chiant qui va vous expliquer un peu comment il faut faire fondre le fromage. Puis après, on va regarder si on va la manger avec des pommes de terre ou du pain. Donc ETF ou fond. Pas mal comme idée. Je vous passe, moi je suis fendant. Maintenant, chacun boit ce qu'il veut, quoi. Moi, je servirai la petite Arvine après, c'est ça? Ouais. Ok. Petite Bien. Arvine. Alors, bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Merci à vous qui êtes là-bas de l'autre côté de
de ces caméras. Vous allez rater un truc, c'est l'apéro après, mais enfin c'est comme ça. Ce soir, on est là pour parler des fonds et des ETF. C'est deux animaux qui sont plus ou moins similaires de certaines manières et pourtant tellement différents. Donc le but aujourd'hui, c'est d'en parler et puis surtout d'ouvrir la boîte à questions et de vous permettre à vous de poser les questions qui vous arrivent sur le sujet. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin, vous avez le droit de lever la main et de poser des questions en cours de route. On aura largement le temps d'en reparler après la présentation, après à l'apéro. Mais en tous les cas, on a besoin de vous aussi pour dynamiser cette présentation et savoir ce que vous avez vraiment envie d'entendre. Parce qu'effectivement, le sujet peut être parfois rébarbatif, mais si on va directement dans ce qui vous intéresse plus, on peut avancer encore un petit peu mieux. Alors, on n'a pas la prétention de savoir répondre à toutes les questions, enfin lui oui, moi je fais juste un peu bullshiter autour pour que ça passe, mais on va essayer de vous apporter le maximum de réponses et le maximum d'informations sur le sujet. Et je peux déjà vous dire qu'il n'y aura pas de vainqueur à la fin de toute façon, malgré l'affiche avec les grandes box. Ouais, donc c'est comme le Conseil fédéral. Et c'est toi qui as fait la présentation. Donc, je te laisse, l'idée, donc, a priori, tout le monde connaît les ETF parce que à peu près tout le monde reçoit dans sa boîte aux lettres d'une banque VZ, écoutez, achetez des ETF parce que ça coûte nettement moins cher que si vous achetiez des fonds actifs, regardez les fees, les trucs et machin. Donc ok, c'est très bien, simplement que ni les uns ni les autres parlent vraiment de ce que c'est qu'un ETF ou un fonds dit actif. Alors dans les fonds actifs, vous verrez, il y a des dénominations qui font un petit peu françaises, au CPVM ou des trucs comme ça, c'est comme SICAV, mais peu importe. Donc première partie, un peu rébarbative, ne vous inquiétez pas, elle ne dure pas trop longtemps. Donc, vous avez vu l'esprit de diversité de Swissquote, vu qu'il y avait une femme avant. Alors maintenant, on passe dans le côté masculin. Eh ben, il y en a quand même. Il y en a quand même d'autres. C'est très Zora bien. a expliqué que Swissquote participait à la diversité, donc on sait qu'ils ne pourront pas travailler avec les Américains, visiblement. Non, enfin bref, c'est une autre histoire. Non, voilà, ils n'ont pas dit qu'ils... D'accord. C'est pas le sujet. Donc là, vous voyez quels sont les différents fonds traditionnels gérés activement, donc les open-ended funds par rapport aux closed-end funds. Donc ça, c'est des histoires de sociétés de gestion qui vont vous dire si oui ou non vous pouvez travailler dans un univers très basique et puis surtout quels seront les frais d'achat, les frais de vente, etc., etc. Bon. Les fonds traditionnels gérés activement. Donc, les fonds de marché monétaire, ça vous connaissez, c'est-à-dire en gros, si vous vous sentez pas très bien au niveau de ce qui se passe dans les marchés financiers, soit vous avez du cash, soit vous avez des fonds monétaires. Attention avec les fonds monétaires, parce que dedans, ce sont quand même des dettes liées à des sociétés. Donc un fonds monétaire peut faire faillite, entre guillemets. Donc vous prêtez indirectement de l'argent à des sociétés. Donc ça, c'est un fonds monétaire. Donc en général, c'est très court terme. Donc ça remplacerait le cash. D'accord ? Sachant que si vous êtes dans une banque et vous avez beaucoup de cash, si la banque fait faillite, vous savez qu'une partie de votre cash, jusqu'à une certaine somme, peut être remboursée, c'est légal, et puis le reste, vous le perdez. Après, il y a les fonds obligataires, donc on reste toujours dans ce qui est un tout petit peu le côté fixed income, donc obligataire, très 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 court terme avec les fonds monétaires, et obligataire, alors là l'obligataire, vous avez une montagne d'obligataires différents. Est-ce que vous prenez des obligations souveraines, donc de pays? Est-ce que vous prenez des obligations de sociétés qui sont très très bien notées, ou bien est-ce que vous prenez des obligations de sociétés qui sont mal notées? Mal notées veut dire, vous savez, vous avez des agences de rating qui vont dire de C à 3A. Donc eux ont des scoring templates, donc ils vont regarder l'état d'une société ou l'état d'un pays, et puis on va vous dire, les États-Unis, on va parler d'eux, ils seraient AAA, la Suisse serait AAA, par contre le Liban c'est C+, donc en gros c'est un risque très important de faillite de l'État. Vous appliquez la même règle par rapport aux obligations d'entreprise. Ensuite, vous avez les fonds en action, évidemment, ça c'est compris. Les fonds en action, donc vous êtes en train d'acheter des parts de société, d'accord? Donc si vous achetez un fonds en action sur le SMI, vous allez acheter les titres du SMI, évidemment. Simplement qu'après, dans les fonds gérés activement, on va dire que, par exemple, un gestionnaire, il y a très très longtemps, par exemple, au lieu d'acheter tous les titres du SMI, si vous étiez là en train d'acheter un fonds géré activement, le gérant
histoire vécue, achetait par exemple les 5 plus grosses capitalisations du SMI. Et à côté, c'était l'époque où il y avait l'émergence de Swatch. Et il avait acheté de la Swatch. Et l'apport de la performance, c'était d'avoir du Swatch. Donc, cette idée-là a fait que pendant quelques années, il surperformait son indice de référence. Donc là, c'était une décision active qui avait été vraiment bien marché, ce qui ne marche pas tout le temps. Après, vous avez les fonds immobiliers. Alors, les fonds immobiliers, c'est un tout petit peu comme... vous en connaissez. En Suisse, alors il y a les crédits suisses, mais il y a la fameuse, par exemple, Solvalor, qui était Sol 61, le ticker. Effectivement, il y a des participations dans de l'immobilier. Alors faites attention par rapport à l'immobilier. Vous pouvez avoir de l'immobilier de résidence, donc résidentiel, mais vous pouvez avoir de l'immobilier lié à de l'activité commerciale. Vous pouvez avoir de l'immobilier lié à des entrepôts, parce que les entrepôts, ça commence à bien marcher, d'où infrastructure. Ou bien vous pouvez avoir du mixte. Donc, il faut faire attention. Ce qui est intéressant, à l'époque, il distribuait un dividende. Le dividende était net d'impôts. C'est un tout petit peu ce qui existe aux États-Unis, les REITs, Real Estate Investment Trust. Voilà, donc le fonds immobilier, pour quelqu'un qui n'a pas la volonté d'acheter son propre immeuble ou sa maison ou son appartement ou son studio ou sa chambre de bonne, en fonction de ce que vous avez comme argent, moi, les fonds immobiliers, par exemple, c'est un truc que je trouve inintéressant parce que gérer activement un fonds immobilier, c'est un peu compliqué. Après, il y a les fonds stratégiques. Alors, les fonds stratégiques, c'est une histoire de dire je mélange le tout, je secoue, et puis j'ai une ligne de conduite, et puis je peux jouer sur des actions, des obligations, de l'immobilier, des options, etc., etc. Voilà, ça, c'est en gros les fonds dits actifs. Si vous allez sur la plateforme de Swissquote, vous allez voir différents types de fonds. Par exemple, vous allez c'est des noms que nous apprécions particulièrement, Pictet. Eux ont toute une série de fonds. Donc ils ont à la fois des ETF, enfin des fonds inactifs, enfin passifs, mais ils ont aussi beaucoup de fonds actifs. Exemple, le Water Fund. Donc il y avait cette idée de je veux jouer sur une denrée rare qu'est l'eau. Donc je vais acheter des sociétés qui sont actives dans l'eau. Alors là, c'est un exemple assez intéressant parce qu'ils estimaient qu'on pouvait investir dans une société qui avait au minima 30% de son chiffre d'affaires dans l'eau, d'où Nestlé. Bon, on a vu ce qu'a fait Nestlé l'année passée. Donc si le gérant était vraiment actif, il aurait dû baisser sa participation dans Nestlé. Alors que si j'achète un fonds passif, Nestlé fait partie du SMI, je garde de Nestlé. Donc voilà, ça c'était le côté actif. Exemple un peu stupide, mais assez intéressant quand même. Les ETF. Alors tout d'un coup, on s'est rendu compte à l'époque que, selon la théorie d'investissement, ce qui rapporte le plus dans une performance, c'est l'allocation d'actifs. D'accord ? Donc en gros, c'est est-ce que j'ai bien joué dans un fonds balancé, entre guillemets, du cash, du monétaire, des obligations, des actions. Voilà. Et donc, si je choisis un fonds, je me dis, ben tiens, moi, d'après mon profil d'investisseur, d'après ce que je sens, j'ai envie d'être très investi dans le marché américain. Donc, je vais surpondérer d'une certaine façon le marché américain. Mais simplement que je prends un risque. C'est la qualité du gestionnaire. Et donc, si vous allez googliser, vous allez voir que depuis 1970 à peu près, les études ont été faites, 65% en moyenne des gestionnaires de fonds actifs aux États-Unis sous-performent leur indice. Donc les gens disaient quoi? Alors ça c'était chez Bordier à l'époque, ils disaient « Ah non, alors moi pour jouer le marché américain, pour investir dans le marché américain, je pense à ma pondération dans mon portefeuille et au lieu d'acheter un fonds actif, je vais acheter un futur qui réplique exactement le S&P 500, le futur. Le problème c'est que ça coûte cher, il faut des comptes de marge, donc c'était pas évident. Petit à petit sont arrivés les ETF, première génération. Donc se dire, ben, pour un client retail, donc un client d'une personne normale et pas une institution, je me dis, tiens, je vais jouer la pondération, non pas à travers un ou plusieurs fonds actifs, je vais acheter l'ETF S&P 500 parce que je vais avoir la performance.
Comme ça, je n'ai pas besoin de faire d'autres choses, je n'ai pas besoin d'aller analyser les différents gestionnaires, les différents fonds. Donc ça, c'était le début. Maintenant, dans les ETF, je vous dis, c'est chiant au départ. Hein. L'ETF physique. L'ETF physique, c'est que tout simplement, la société qui va gérer l'ETF va dire je vais acheter le SMI, donc je vais acheter vraiment la pondération du SMI. Il y a X% de Nestlé, il y a Y% d'UBS, etc., etc. Et donc, vous allez avoir la réplication identique. C'est à l'identique. Après, il y avait l'ETF synthétique. Alors, l'ETF synthétique, c'est par exemple quand vous prenez un indice très très large, le MSCI World. D'accord ? Donc là, il y a une montagne de titres. C'est pas possible d'en acheter l'un après l'autre. Parce que si j'ai 500 titres à acheter, là, ça devient pas drôle du tout et ça coûte de l'argent. Donc, eux ont travaillé avec des swaps. Donc, en fait, on réplique avec comment dire ça ? Comment je peux dire le swap ? Une espèce de package stratégique qui ne représente pas forcément les assets qu'on essaie de... Non. Et donc là, il peut y avoir des problèmes, on les verra plus tard, par rapport au synthétique vis-à-vis de l'actif, du physique. Parce que là, au lieu d'avoir les titres, vous avez un produit financier. C'est ça, un peu le truc. Si je peux me permettre. Oui, vas-y. En fait, ce qu'il faut bien comprendre sur les ETF synthétiques, c'est qu'en fait, à la place d'avoir les titres en position, le manager de l'ETF, il se retrouve avec un papier qui est un produit structuré, pour schématiser, qui lui dit, en gros, on va vous donner la même performance que fait le marché derrière. La seule problématique, c'est que ça va très bien tant que tout va très bien, c'est quand tout va très mal que ça commence à se compliquer, parce que du coup, si vous avez un ETF, en théorie, derrière un ETF classique, physique, derrière, vous avez des titres, et si il y a quelque chose comme une faillite de l'émetteur de l'ETF, bah, vous êtes propriétaire des titres, donc vous pouvez techniquement récupérer les titres. Quand vous avez un ETF synthétique, techniquement, vous récupérez un produit structuré. Le problème, c'est qu'avec ce genre de swap sur les ETF synthétiques, on ne sait jamais trop ce qu'il y a à l'intérieur du produit structuré. Et je prends un exemple concret que j'ai vécu. On avait un ETF synthétique sur le DAX, qui était garanti par un basket structuré d'actions japonaises. Donc, ce qui veut dire que le jour où le provider de l'ETF est parti en faillite, c'était à l'époque où beaucoup de monde partait en faillite parce que c'était dans les années 2000, on s'est retrouvé à la place d'avoir des actions allemandes, puisqu'on avait parié sur le DAX, on s'est retrouvé avec des actions japonaises. Forcément, ce n'est pas forcément le but désiré au début. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Alors, comme l'être humain a toujours envie de se faire du pognon, donc ils se sont dit, c'est vrai que l'ETF physique ou synthétique a surtout été vendu en disant, vous allez payer moins de frais de gestion. D'accord ? C'était ça le motto total. Et donc, si vous reprenez les articles de VZ et compagnie, ils vont vous dire, regardez, sur 10 ans, au lieu de payer 1% de frais de gestion, vous payez que 0,35%. Donc, si vous faites la somme de tout ça, au bout de X années, ça représente quand même une certaine performance. OK. Mais c'est pas sexy, donc, parce qu'il y a quand même le côté, ouais, mais le mec qui est actif, il sait quelque chose que les autres ne savent pas, donc normalement, il va essayer de surperformer. Donc, la première grosse société qui s'est mise dans les ETF actifs, c'est JP Morgan. Si vous lisez Boursorama ou H24 ou Zone Bourse, des gens comme ça, vous allez voir, enfin, vous avez vu l'année passée qu'il y avait plein de pubs, JP Morgan, Active ETF, machin, truc chaud. C'est très bien. Maintenant, le deuxième gros qui rentre là-dedans, c'est Fidelity. Donc Fidelity a décidé, donc société américaine, a décidé de se mettre face à JP Morgan en disant « mais nous aussi on en a ». Alors ça veut dire quoi un ETF actif ? Dans ces grosses sociétés comme Fidelity et puis JP Morgan, ils ont plein d'analystes financiers, un peu partout dans le monde. D'ailleurs, ils adorent le dire. D'accord ? Quelle est la valeur des analystes ? J'en étais un et j'étais mauvais, donc... Tu ne peux pas dire ça. On peut en discuter des analystes financiers, ouais, longtemps. Tu veux qu'on en discute ? Oui, vas-y.
Non, c'est vrai que je reviens toujours sur une étude qui a été faite il y a quelques années à Oxford. J'y tiens particulièrement parce que c'est vrai que, pas à l'étude en particulier, mais à la thématique des analystes. Ce qui est assez intéressant, c'est que, enfin, tous les deux, ça fait longtemps qu'on est dans ce métier et souvent, on a entendu beaucoup de recommandations, beaucoup d'avis et vous avez quand même souvent, si vous suivez un peu les analystes fondamentaux, cette tendance à vouloir changer d'avis ou en tout cas suivre le marché. Il y a une vingtaine d'années en arrière, on avait encore des analystes qui étaient proactifs et qui avaient tendance à vouloir suivre le marché, et enfin à essayer d'anticiper, surtout justement, qui étaient un peu plus courageux. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle structure où finalement, surtout, c'est de ne pas avoir l'air trop ridicule. Alors, le problème, c'est qu'ils essayent de sucer la roue des sociétés, donc ils sont toujours un petit peu un temps en arrière, ce qui veut dire qu'à la fin, les résultats ne sont pas toujours aussi exceptionnels qu'on voudrait bien le voir. Mais ils ont une influence. Quand vous avez une analyse comme l'analyse sur la tech, par exemple, ou sur l'intelligence artificielle, puisque c'est le thème du moment de JP Morgan qui vient vous dire « Moi, je vais upgrader NVIDIA », il a un impact sur le cours de NVIDIA de manière immédiate. Après, je reviens sur mon étude d'Oxford. Pendant toute ma carrière, qui n'est pas finie apparemment, j'avais toujours cette question de me dire « Mais finalement, est-ce que ces gars, ils servent vraiment à quelque chose ?» J'avais l'impression que ça ne jouait pas vraiment. Et en fait, si vous revenez à cette étude, eh bien, les gens d'Oxford ont packagé tous les analystes du monde, si on peut s'exprimer ainsi, et ils ont vérifié toutes leurs recommandations, ils les ont mis ensemble dans un spreadsheet Excel, parce qu'il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle, et puis ils ont créé un calcul pour voir un petit peu quelle était la performance des recommandations, des analyses de manière globale. Résultat, grosso modo, c'est 50% de réussite. En gros, ça revient à dire que si vous jouez à pile ou face, vous avez à peu près autant de chances que d'être juste que d'un analyste, quoi. Voilà, en gros, pourquoi j'en parlais. Mais c'est pas le sujet, en fait, mais j'aime bien quand même casser du sucre. Puis comme dans l'audience, nous avons un ancien broker. Sur une année, à peu près, il nous recommandait les 500 titres du S&P. Donc, il avait droit à sa séance le matin où l'analyste, machin, a décidé que, bon, on va faire ça, 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 ça et ça. Et puis maintenant, la force de vente, vous allez me pousser ce titre. Bon, voilà. Puis nous, on était en face avec le nostro d'UBS à se dire, est-ce qu'on achète ou on n'achète pas. Donc, c'est assez intéressant. Bon, donc, revenons à l'ETF actif, à nos moutons, tête noire. Ils se sont dit, comment on va rendre ça sexy? Ben, on va le rendre sexy en se disant, non, mais on va mettre un filtre qui va amener une plus-value à l'ETF passif. Donc le filtre, il y en a plusieurs. On peut regarder des méthodes quantitatives, donc des corrélations, des décorrélations, ce genre de choses. Après, il y a des paris plus ou moins actifs, et les paris actifs, un JP Morgan et un Fidelity va vous dire justement, on a plein d'analystes qui nous disent en fait quels sont leurs best-of, et du moment que c'est un best-of dans un indice où j'achète tous les titres, ce que je vais faire, je vais surpondérer légèrement ce titre-là, plutôt que, donc, exemple, Microsoft, admettons, c'est 1% du S&P 500, ben je vais en mettre 1,5%, au détriment peut-être de Ford, qui était aussi 1%, mais je prends que 0,5%. Donc, on va dire, c'est actif. Ce qui est intéressant pour eux, c'est que, en fait, enfin, intéressant et inintéressant, c'est qu'eux vont vendre cette activité à un prix bon marché, comme un ETF normal. Donc, ils vont vous dire, regardez, l'ETF normal s'essouffle un tout petit peu quand même, donc on va créer un ETF actif, et puis on va vous prendre, au lieu de ces fameux 0,35, on va vous prendre 0,40, mais nous sommes actifs. Les tracking errors, c'est tout simplement de regarder la performance par rapport à la volatilité aussi d'un produit financier qui doit représenter un indice en particulier et de voir si effectivement il est corrélé, pas corrélé, ou s'il a plus de volatilité ou moins de volatilité. Ce que l'on veut, c'est le moins de volatilité possible, donc que la performance du produit suive le plus stricto sensu la performance de l'indice. Là, ce sont des exemples de... Pardon. Alors, oui, alors c'est intéressant. Oui. Alors, je vous donne Ça dépend. Faut parler des exemples. Parlons exemple, mais vous avez raison. Exemple. J'étais, il y a 2 semaines, alors pardon de dire j'ai... Ah, la question. La question, c'est de savoir, du moment que c'est actif et du moment qu'effectivement il y a des sélections qui ont l'air d'être un peu quantitatifs, est-ce que véritablement il y a un être humain derrière qui va prendre la décision, oui ou non? Donc le gestionnaire. Ouais.
JP Morgan ont sorti 3 ETF actifs, un sur le MSCI World, un autre sur le S&P 500 et le troisième sur le Nasdaq. Ok, jusque-là, on est d'accord. Le gestionnaire, donc il a présenté son truc, mais comme c'était pas très clair, je préfère poser des questions, puis comme on était à l'eau, ça allait très bien. Donc je disais, mais en fait, quelle est votre activité? En quoi vous êtes actif? Alors il me dit, notre team d'analyse qu'on a partout dans le monde, enfin voilà, blablabla. Et en plus, ce que je fais, je vends des calls out of the money. Je m'explique. Les options call, c'est un droit d'achat, une option put, c'est un droit de vente. D'accord? Vendre un call, c'est d'encaisser une prime. Donc beaucoup de personnes qui jouent moi j'appelle ça jouer, dans les options ont tendance à dire, moi je short la prime, tu vois. Non, c'est pas bon, il faut faire attention quand même. Parce que si je short le put, et puis que tout d'un coup le titre dégomme de 50%, ça fait mal parce qu'il y a un effet de levier. Et lui disait, c'est très simple, moi je vends ces call out of the money, durée d'1 mois, donc c'est chaque fois le mois, et puis 2 à 3% out of the money. Out of the money veut dire que si l'indice est à 100, moi je vends un truc à 103 ou à 105, et j'encaisse la prime. Donc il ne fait pas ça sur des titres en particulier. Voilà son activité. Donc lui il va dire, mon activité ETF actif, c'est je fais ça, et par derrière j'ai quand même nos amis analystes financiers qui vont m'optimiser les titres qui sont en portefeuille. Ça c'est un exemple. Après, il y a des gens qui vont dire, moi je vais regarder le momentum. Donc je vais faire une analyse de savoir si un certain titre ou bien un secteur d'activité a le vent en poupe. Parce qu'on a toujours dit, il ne faut pas pisser contre le vent. Donc en gros, c'est le momentum. Je pisse dans le vent, quoi. Donc voilà, après ça peut marcher ou pas marcher. Alors après ils vont dire, nous l'activité c'est qu'on a des modèles, régression linéaire, enfin après ils vous expliquent plein de trucs, comme quoi ça nous permet d'optimiser tout ça. Et comme ça coûte légèrement moins cher qu'eux, ça a l'air de les intéresser. Bon, après, ce qu'il faut bien comparer aussi, c'est que sur un fonds classique, on va dire que pour schématiser à l'extrême, sur un fonds classique, vous avez un manager ou une équipe de gestion qui va avoir une réflexion pour mettre en place une stratégie ou différentes stratégies. Alors que sur un ETF aujourd'hui actif, on leur donne une stratégie qui est déjà prédéterminée et la personne qui s'en occupe, c'est plutôt un presse-bouton que quelqu'un qui va vraiment apporter de la dynamique dedans. On va dire ça comme ça. Après, il ne faut pas non plus tout mettre dans le même panier parce que j'imagine qu'au milieu de tout ça, il y en a qui ont un peu plus de liberté. Mais je pense qu'un fonds qui va sortir du cadre, ça surprendra moins les gens qu'un ETF actif qui tout d'un coup va démarger de 30 ou 40% par rapport à la performance de l'indice, ce qui serait quand même un peu suspect. Là, dans cet exemple, comme vous allez pouvoir le garder, mais c'est assez intéressant parce qu'on voit un petit peu les performances, mais surtout sur le côté gauche, vous voyez le TER ratio, donc c'est le Total Expenses Ratio, c'est combien est-ce qu'eux viennent vous prendre comme management fee, d'accord? Donc vous voyez que ça va de 0,25 à 0,30, donc c'est pas trop cher, parce que si vous prenez des fonds actifs, ils seront plutôt entre 0,8 à 1,30. Donc de 0,80 à 130 points de base, donc 1,3%. Voilà. Après, vous avez use of profit. D'accord? Use of profit, c'est tout simplement distribution ou accumulation. Que ce soit un fonds ou que ce soit un ETF, vous avez toujours 2 parts. Enfin, il y a plusieurs parts pour institutionnel où ça coûte moins cher. Après, retail, ça coûte un peu plus cher, ce genre de choses. Mais par contre, il y a distribution ou accumulation. Distribution veut dire que par exemple, quand je vous parlais de JP Morgan, toute la prime qu'il recevait, une fois par mois, il la distribue. D'accord? Donc c'est distribution. Après, il y a des gens qui disent, moi je préfère accumulation, puis je vous explique pourquoi après. Puis accumulation, c'est tout simplement, je réinvestis ce que j'ai reçu, d'accord? Donc les dividendes, les trucs, à l'intérieur de mon fonds. Pardon? Les fonds et les ETF, les deux, là c'est vraiment la même chose. Là on parle des ETF, mais c'est exactement la même chose. Vous avez raison de relever le truc là, parce que... Bon. Il faut bien voir que c'est quand même très... Ouais, au fond, ouais, c'est pour ça que vous allez voir la conclusion, elle va vous décevoir. Mais bon. Distribution. Sachez que quand vous avez de la distribution, il faut faire attention des ETF que vous achetez, et même des fonds.
Parce qu'il faut qu'il y ait des conventions pour éviter la double imposition. Ah ah. Parce que si vous prenez un fonds américain, les Américains, eux, prennent 30% d'impôt anticipé. S'il n'y a pas copain-copain, on ne reçoit pas. Mais par contre, ce que nous, on reçoit, on va payer les 35% d'impôt anticipé suisse. Donc, c'est pas super. Donc, il faut toujours faire attention. Par exemple, les fonds qui sont en Irlande, eux, ont une convention, donc vous allez recevoir quand même la moitié des 30% quand vous appliquez dans la distribution. Le fait que vous avez de l'accumulation, il n'y a pas. Après, l'autre chose, l'impôt sur la fortune, comme vous savez, est moins gros, moins important, ça dépend de la fortune que vous avez, que l'impôt sur le revenu. Donc certaines personnes disent « moi je ne veux pas de revenus, je préfère avoir de l'accumulation ». Comme nous sommes une population vieillissante, comme le fait remarquer l'UDC, qui trouve qu'on coûte trop cher et puis que 10 millions de personnes c'est trop, les Japonais, eux, déjà depuis longtemps, ils sont vieux. Donc eux ont toujours demandé, les caisses de pension ont toujours demandé d'avoir une distribution mensuelle. Parce que rappelez-vous, quand on est vieux, on reçoit une rente mensuelle. D'où il faut que la caisse de pension ait du cash qui lui permette. Donc on pourrait dire c'est un peu l'asset liability, c'est comme vous, à un certain moment dans votre vie, vous avez des dépenses, et si vous avez des dépenses, il faut avoir des revenus en face de ces dépenses pour pouvoir honorer vos dépenses. Donc voilà, donc c'est pour ça. Alors, donc, que ce soit dans les ETF ou dans les fonds actifs, il y a les deux parts. Donc regardez, c'est intéressant. Après, il y a aussi les parts qui sont hedgées dans votre monnaie. Et ça a un coût aussi. Donc si vous achetez un fonds ou un ETF sur le marché américain, évidemment, vous êtes exposé au dollar. Donc il y a certaines sociétés d'ETF ou de fonds qui disent on vous propose un fonds hedgé en francs suisses. Mais ça a un coût. Donc ça, il faut le savoir aussi. La demande d'ETF actifs ne cesse d'augmenter. Alors pourquoi ça augmente? Parce que déjà, comme je vous parlais tout avant, du fait que c'est l'allocation d'actifs qui crée la performance de vos avoirs. Il y a 7 ans à peu près, la caisse de pension de Nestlé avait un team d'analystes de fonds actifs. Ils se sont rendus compte que ça coûtait de l'argent, que c'était embêtant, et que effectivement les fonds actifs coûtaient cher en termes de management fee, même si c'était une grosse société, donc Nestlé. Donc ils ont viré tout le monde. Donc je discutais avec le responsable là-bas, il me disait je suis en train de faire mes cartons parce que là maintenant c'est allocation d'actifs ETF. À force de vous dire que les ETF c'est mieux, que c'est moins cher, etc., ça c'est de la théorie de la communication, c'est clair, net et simple. Regardez la progression justement des avoirs sur les ETF et ETF actifs. Donc les actifs commencent à prendre le dessus petit à petit sur l'ETF traditionnel, mais les deux ensemble essayent quand même de remonter et de prendre des parts de marché au fonds actifs. Alors, nota bene, ça ne vous intéresse pas, mais je vous le dis quand même, les sociétés qui ont des fonds actifs, eux touchent 100 points de base de management fee. Et puis maintenant, la même société, elle dit « Ah, mais les mecs, on va sortir des ETF actifs, mais là, on prend que 0,45% au lieu de prendre 1%. » Donc, ils se cannibalisent à un certain moment. Donc là, ça va être... ce que l'on voit maintenant, c'est que les sociétés d'asset management commencent à virer les vendeurs. Parce que le vendeur, au fond, tu es en train de venir me dire que tu dois organiser un lunch, un déjeuner, un truc machin, d'amener le gestionnaire du fonds actif jusqu'à Genève, qui va après à Zurich, à Lugano, Paris, machin, ça coûte cher. Donc on n'a plus besoin de toi, on n'a plus besoin de les faire voyager, on prend les ETF actifs. Donc ça, c'est une logique financière redoutable. C'est une tendance qui se dessine, mais après, il y a aussi une autre problématique par rapport au fonds. À l'intérieur du fonds, quand vous achetez un fonds d'investissement, vous pariez sur un manager ou une politique d'investissement ou quelqu'un qui a déjà fait ses preuves dans le métier depuis des années. Et donc forcément, vous avez faire un choix qui est un petit peu plus délicat
Si vous avez un ETF qui traque le S&P 500, vous savez que vous allez avoir plus ou moins le S&P 500 et que si le S&P fait 15% l'année prochaine, vous aurez fait 15%. En revanche, un fonds classique, il peut aussi bien faire beaucoup plus ou beaucoup moins sur la même période. Donc résultat, vous allez plus parier sur une personne ou sur une stratégie. Le problème, c'est qu'on sait tous que sur l'extrêmement long terme, il y a des fund managers qui sont très bons pendant des périodes spécifiques et moins bons dans d'autres périodes. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Simplement, c'est une allocation différente. Quand vous avez un fonds qui traque, ou même un ETF actif pour l'instant, qui traque un indice, quand je compare un ETF ou un ETF actif qui traque un indice, vous savez ce que vous avez. Quand vous avez un fonds, lui, il va essayer de faire mieux. Donc après, ça peut être aussi une partie d'allocation et avoir un manager qui gère les actions américaines et un fonds sur le S&P 500 n'est pas complètement antinomique parce que vous pouvez avoir un aspect un petit peu plus risqué d'un côté et un autre qui est un peu plus, au moins vous savez ce que vous avez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la différence, c'est le coût. Et un fonds coûte beaucoup plus cher et il y a eu évidemment, certains fonds se gavent au passage sur des management fees extrêmement élevés et la différence fait quand même que sur le long terme, il y a une différence. Donc il faut vraiment que la personne ou le fonds qu'on investisse nous apporte quelque chose qu'on ne va pas forcément retrouver dans l'ETF. Si maintenant vous me dites, j'ai acheté un fonds qui traque le S&P 500, je vous dirais, mais pourquoi tu ne prends pas un tracker sur le S&P 500, c'est moins cher et c'est le même résultat. Maintenant, si vous avez un manager qui est vraiment spécialisé sur une classe d'actifs, sur un secteur, je pense souvent, on parle souvent de la biotechnologie entre autres, ça c'est des fonds, un tracker ne suffit pas, il faut avoir des gens qui sont ultra compétents pour comprendre ce qu'est la biotechnologie et qu'est-ce que ça implique derrière. Donc c'est un peu cette réflexion-là qui fait qu'il y a une divergence et qui justifie parfois les coûts, parfois. Vous comprenez qu'il n'y a pas un de nous deux qui est plutôt ETF et l'autre fonds actif. Si, moi je suis très clair. Je suis très, ça, très ETF. Ça, c'est salaud. Non, on a géré les deux des fonds. Hein, d'accord. On a tous les deux géré des fonds, pas des ETF. Toi, tu as géré un fonds long only sur la technologie américaine. Tu me corriges si je dis des... Hein, les conneries, on dit. Moi, j'ai géré un hedge fund, donc c'est encore autre chose. L'hedge fund, c'est encore une autre histoire. Mais je veux dire, moi, j'ai géré un hedge fund pendant 5 ans où on faisait du long short sur les actions américaines et européennes. C'est vrai que les tarifs sont complètement différents. Et les performances ne sont pas toujours forcément là. Ouais. Ça, c'est un autre... C'est pour ça qu'on est là ce soir, d'ailleurs. Hein, c'est parce qu'on cherche des fonds. Ça, c'est un autre graphique pour montrer justement l'effet mode des ETF actifs. Vous allez en entendre de plus en plus parler, c'est-à-dire de moins en moins des ETF normaux première génération et de plus en plus d'ETF actifs. Comme on va parler de moins en moins de Volkswagen et de plus en plus de BYD. Hein. Bon, ça c'est autre chose. Quid des frais de gestion de la performance des deux produits? Donc ça, c'est un peu ce que je vous avais dit. Donc c'est un récapitulatif par rapport au fonds. Donc vous vous rendez compte que la gestion des fonds, c'est relativement plus cher pour le client, d'accord, que d'avoir un ETF. Après, pourquoi est-ce qu'il coûte plus cher le fonds d'action? Parce qu'effectivement, on dit, il faut payer toute la chaîne alimentaire. Parce que l'analyste financier, alors il y a deux types d'analyse financiers, il y a le secondaire et le primaire. Moi j'étais secondaire, c'est-à-dire je digérais ce qu'un mec aux États-Unis, à Silicon Valley, me racontait quand il avait été visiter Oracle ou bien Cisco Systems. Donc de temps en temps j'y allais quand même voir Oracle et Cisco Systems. Mais bon, donc il faut le payer. Après il faut payer l'équipe de vente. D'accord? Donc tout ça, et puis donc les bureaux, etc. etc. La Porsche. La Panamera, mais à l'époque, ça n'y avait pas encore. C'est vrai. Ouais. Oh, Panamera, non, c'est pas une Porsche. Enfin, on va pas rentrer dans le débat. Donc voilà pourquoi la gestion active, elle coûte plus cher, nous dit-on. D'accord? Enfin, oui. Je ne vais pas le dire. Donc vous voyez que les ETF passifs, les premières générations, coûtent pas trop cher. Les ETF actifs coûte légèrement plus cher. Alors c'est assez rigolo parce qu'il y a des montagnes de différence, c'est assez fou, donc je pense que ça dépend aussi de la stratégie du vendeur d'ETF. Est-ce qu'il veut vraiment bouffer le marché ou pas? Donc moins c'est cher, parce que de nouveau, quand vous reprenez la plupart des gens dans les caisses de pension, comme disait mon père à l'époque, il y a un taux de rendement qu'il fallait obtenir. D'accord, on va dire 6,5% par année.
quand on était jeune et beau à l'UBS, dit l'Union des bas salaires, une oblique 10 ans de roche donnait du 8%. Donc mon père me disait, c'est sympa pour eux. Ils achètent de la roche, puis après ils vont boire des verres. Parce qu'ils ont atteint l'objectif. Tranquille, yallah. Du moment qu'on a eu, d'accord, les rendements qui ont baissé, les rendements sans risque, là, il a fallu se mettre là, de la compétence. Alors, la compétence de l'ancien, c'est de l'ancienne génération, Gilbert, tu me dis si je dis des conneries. À l'époque, le gestionnaire d'une caisse de pension, nous on connaissait celui du CERN, il avait des mandats un peu partout. Il roulait en non, il était en Ferrari, puis on allait manger dans des restos où les vins étaient assez chers. Il bossait pas, le mec. Bon. Donc voilà. Maintenant, si on regarde les surperformances ou pas, ça c'est toujours intéressant de le voir, et ça revient un petit peu à ce que l'on disait auparavant. On voit qu'effectivement, ça dépend des classes d'actifs pour voir les surperformances des fonds actifs par rapport à des fonds passifs. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que dans les ETF, on a... Bon, non, c'est-à-dire, quand j'étais chez Pictet, il y a eu cette idée de créer des fonds thématiques. D'accord ? Moi, c'était télécom, mais c'était moitié-moitié, télécom et tech. Après, ils ont créé le Water Fund. Ils avaient créé un fonds sur l'industrie des loisirs. D'accord ? Donc, le thématique. La biotech. La biotech, c'était pas tout à fait thématique. Là, c'était avec Michael Sjöström. Ça, c'était vraiment... Là, il y avait de la recherche à faire quand même. Le problème, c'est que dans l'ETF, vous prenez un indice, puis vous achetez tout ce qu'il y a dans l'indice. Si vous vous rappelez, lorsqu'on nous a bien dit que l'énergie renouvelable, c'est ce qu'il fallait acheter, hein, le solaire, etc., il y avait un indice solar, machin, développement durable, machin de choses, et dedans, il y avait plein de sociétés. Et quand ça s'est écroulé, ben les petites, elles passent à l'as très rapidement. Et puis votre ETF, par rapport à ce fonds, enfin, cette idée thématique, se casse la gueule. On peut imaginer que celui qui est en actif va limiter la casse. Si tout baisse, il va baisser aussi, soyons très clairs. Moi, je me suis ramassé 2000, c'est bon. Donc, je peux vous dire, quand ça baisse, ça baisse. Donc là, vous ne pouvez pas vous cacher. Donc ça ne va pas. Mais par contre, vous voyez qu'il y a quand même des classes d'actifs, par exemple les obligations. C'est un marché qui est très compliqué. C'est un petit peu, il y a des market makers, donc il faut savoir où il y a de quoi acheter. C'est un peu comme le marché aux poissons. Si tout d'un coup, il y a des problèmes en Bretagne, ça sera pour trouver celui qui va me vendre la coquille Saint-Jacques bretonne, ça sera compliqué. Donc je vais essayer de négocier parce que j'en veux un certain volume. Et l'autre, il va me dire non, mais moi à dispo, à ce prix-là, j'ai 1 kilo, mais si tu veux encore 1 kilo de plus, le prix va augmenter. Si vous allez sur la bourse action New York, etc., c'est copain-copain, donc on match tout de suite. Hein. C'est-à-dire il y a le vendeur, l'acheteur, et ça va beaucoup plus rapidement, et puis les prix n'explosent pas très rapidement. Par contre, dans le marché obligataire, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc si vous avez le mandat de devoir acheter encore cette obligation-là, vous êtes mort. Donc, par exemple, le Sri Lanka, ils avaient 2 obligations. Si vous dites, moi, dans mon ETF, Emerging Market, Fixed Income, blablabla, il faudrait que je mette du Sri Lanka, il faudrait que j'en mette pour 1 million, mais il y en a 500 000 à tel prix. Si je veux 500 000 de plus, je suis embêté. Donc il y a cet effet liquidité que les fonds actifs peuvent quand même plus ou moins gérer, a priori. Là, c'est encore une autre étude, c'est assez intéressant. Donc, regardez, c'est ce que je vous disais avant par rapport à la surperformance ou la sous-performance des fonds actifs par rapport à leur indice de référence. Donc, ça, c'est une autre façon de voir. Donc, je vous ai dit, c'est un peu ardu. Donc, c'est juste pour mettre un graphique sur ce que nous avions dit auparavant. Alors, complémentaire ou pas? Il y a là. Ou pas? Ou pas? Je pense que, comme je disais tout à l'heure,
Je pense que c'est aussi une question d'envie et de combien s'intégrer dans le marché. J'ai donné une conférence à l'Université de Lausanne cette semaine et la question s'est posée justement de dire oui mais moi j'aimerais investir mais j'ai pas le temps ni l'envie de m'impliquer dans la gestion de mon portefeuille. Moi je veux bien mettre 300 francs tous les mois sur un compte pour acheter quelque chose mais j'ai pas envie de réfléchir. Dans ce genre de stratégie et dans ce genre de réflexion, ça fait quand même beaucoup plus de sens de se positionner avec des ETF. Vous achetez un ETF sur le S&P 500, sur le Nasdaq, vous pouvez en prendre 3 ou 4. Comme ça, vous aurez au moins une certaine diversification, même si des fois, il peut y avoir des overlaps. Mais au moins, vous n'aurez pas trop de questions à vous poser. Vous allez suivre les indices. Si le marché dans sa globalité fait 25% à l'année prochaine, vous savez que votre tracker, votre performance sera plus ou moins alignée avec ça. En revanche, si vous avez envie de vous impliquer un peu plus dans votre gestion, dans votre portefeuille, se diriger vers les fonds d'investissement reste quand même une stratégie toujours relativement intéressante. Mais comme vous le voyez, les performances, les surperformances ne sont pas toujours légion. Donc ça va dépendre du manager, ça va dépendre de quel est son type de gestion, dans quoi il investit, comment il investit, quel est ce qu'on appelle son track record. Même si le track record, donc c'est le résultat passé, même si on sait très bien aujourd'hui que pendant longtemps on a cru que c'était une référence, on se dit le gars il est bon donc il sera toujours bon, non c'est pas toujours le cas. Donc des fois il faut faire attention parce que vous avez eu des managers qui ont été très bons pendant 10 ans, mais les managers qui battent le marché systématiquement depuis 30 ans, il n'y en a pas des centaines. Donc il faut aussi être très prudent par rapport à ça. Mais par contre, c'est une stratégie qui peut être intéressante parce que vous allez rencontrer des gens qui sont un peu plus intéressés, on va dire, à la gestion pure et dure et ils vont essayer d'aller chercher les vraies sociétés qui vont surperformer. Alors que sur un ETF, vous allez avoir le prix du marché, vous allez avoir la performance du marché, mais de nouveau, ça dépend quel est votre besoin. Et nous, quand on voit des clients, c'est toujours la même question, c'est de savoir, on ne peut pas répondre à tous les besoins. Il faut déjà savoir ce que le client, lui, il veut et de quoi il a besoin. Et c'est là où ça permet de faire un choix, de savoir s'il faut prendre ou l'un ou l'autre, tout en sachant qu'on peut pas forcément... on peut aussi avoir les deux en même temps. Mais c'est vrai, il y a une notion de frais qui est très importante, qu'il ne faut pas négliger, parce que les fonds restent quand même pour la majorité relativement chers. Alors oui, Marco l'a expliqué, il y a une notion qu'il faut payer toute la chaîne alimentaire, mais des fois, on a quand même un peu l'impression qu'il y en a qui tirent un petit peu sur la corde. Les ETF, eux, aujourd'hui, fonctionnent sur le fait de la masse. Donc, plus ils en auront sous gestion, plus ils vont gagner de l'argent. C'est pour ça qu'ils peuvent avoir des frais relativement bas. Et puis, finalement, ils se permettent de répliquer des indices. Et puis, les plus actifs, ils vont aller sortir un petit peu du chemin, mais ça va être vraiment de manière relativement marginale. Et ils vont céder de systèmes technologiques aujourd'hui pour réduire les coûts. Mais voilà. Complémentaire, de nouveau, ça dépend. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend, il n'y a pas une réponse unique. Personnellement, moi j'ai envie de dire, j'ai besoin des deux. Après, de nouveau, il y a de nouveau ces notions de risque et de gestion du risque de votre portefeuille. On prend le cas des ETF thématiques, par exemple, où au début des ETF thématiques, quand ils sont arrivés, tu parlais tout à l'heure de tout ce qui était énergie, nouvelles énergies, énergie solaire. On nous a sorti des ETF qui étaient le seul moyen d'avoir un package pour investir dans l'énergie solaire. Mais à l'intérieur, vous aviez 20 boîtes, dont 18 perdaient de l'argent. Donc vous avez 2 boîtes qui gagnent encore un tout petit peu d'argent et vous avez un espèce d'ETF qui est complètement brinque-ballant et qui est tributaire de ça. Donc certains ETF, vous avez les indices, c'est des pondérations de titres. Alors si tout d'un coup vous avez un titre qui représente 45% à l'intérieur d'un ETF, vous êtes aussi surexposé. Donc c'est aussi intéressant de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, mais pour let's keep it simple, on va dire gardons les choses au plus simple. Pour quelqu'un qui veut juste investir, l'ETF est un bon moyen de construire un portefeuille sur le long terme, pour autant qu'on n'ait pas une envie complètement exacerbée de vouloir se concentrer sur le marché, de vouloir tout comprendre. Voilà, le fonds pour moi est quelque chose qui demande un peu plus de réflexion, un peu plus de compétences et de connaissances de ce que fait le manager, plutôt que de regarder la couleur de son logo et puis sa stratégie de base. Alors, oui. Pardon. Merci. Puisqu'on parle d'ETF, très bien. Moi, je me demande si c'est un peu une marque protégée, ETF, parce que, comme tout le monde veut acheter des ETF, comme vous l'avez bien dit, on peut imaginer que n'importe quel manager peut mettre le nom ETF dans le portefeuille
qui crée, et puis voilà. Donc comment est-ce que je peux savoir, moi, voilà un titre, je me dis, ça a l'air pas mal, c'est ETF, mais comment est-ce que je peux savoir si c'est vraiment un ETF? Qu'est-ce qui le qualifie? Est-ce que la marque est protégée entre guillemets? Non, mais ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Donc c'est un fonds qui est traité sur un marché financier. Donc là, c'est une différence qu'on n'a pas abordée, mais un fonds, en général, n'est pas traité en direct sur la bourse. Vous avez des prix de closing à la fin de la journée et vous pouvez l'acheter pour les plus liquides en fin de journée. Un ETF est traité en direct durant la séance. Donc il bouge tout le temps. Donc ça, c'est un Exchange Traded Fund. C'est pour ça qu'on les appelle des ETF. Après, comment est-ce que vous pouvez savoir si c'est vraiment ça? Dans le prospectus que vous pouvez trouver généralement sur Internet, vous avez toute la description et c'est marqué très clairement dedans quelle est la pondération du fonds, sur quoi il se base et quel indice il traque et qu'est-ce qui s'autorise comme modification. Si à l'intérieur du prospectus, c'est marqué qu'il traque l'indice SMI et qu'il change ses pondérations en fonction des nouvelles pondérations communiquées par le SMI, vous avez un ETF. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il y en a qui vous diront c'est des trackers. Mais ETF, c'est Exchange Traded Fund, ça veut dire qu'il est traité en bourse toute la journée. Oui, c'est vrai que iShares appelle ça tracker. Bon. Mais ce qui est pour juste expliciter, ça répond sans répondre, mais ça amène quelque chose en plus. C'est exactement ce qu'il dit. Lorsque vous achetez des fonds dits traditionnels, vous avez ce qu'on appelle un cut-off. C'est-à-dire on peut l'acheter à tel prix jusqu'à un certain moment de la journée. Et ça sera le prix de closing de la journée qui sera appliqué le lendemain. Quand vous achetez un ETF, il y a un bid and ask, offre et demande. Donc vous pouvez traiter ça pendant la journée. Si vous allez sur le site de Swissquote, ce que je vous encourage et que bien sûr vous y allez vu que vous êtes là, vous voyez que pour acheter des fonds, c'est 9 francs de trade en général. Si vous achetez un ETF, ça va j'avais fait le calcul, c'est 12 francs 50 à peu près. Donc c'est un petit peu plus cher parce qu'il y a des frais de bourse, parce que justement il y a des frais de bourse et des choses comme ça. Donc ça peut être un petit peu plus cher. Maintenant, première chose, ce qui est bien dans l'ETF, c'est que je peux voir toutes les positions de l'ETF. Je peux tout voir. S'il y a 100 titres, je vois les 100 titres et les pondérations. Dans un fonds long only traditionnel, si vous n'êtes pas un gros client, par exemple, Carmignac Patrimoine, à l'époque, tout le monde « Ah, Carmignac Patrimoine, c'est magnifique ». Moi, quand j'allais voir les gens de Carmignac Patrimoine, je disais « J'aimerais bien savoir ce que vous avez dans le fond ». Ils me disaient « Non, vous êtes un nain de jardin, donc on ne va pas vous montrer ». Première chose. Deuxième chose, s'ils commençaient à jouer sur le yen contre le dollar et compagnie, qu'ils faisaient ça pendant une semaine durant le mois, moi j'avais les positions du début du mois, positions de fin du mois, je ne pouvais pas réconcilier la performance parce que je ne savais pas ce qu'il avait fait au milieu. Ce qui est bien que l'ETF, entre guillemets, c'est beaucoup plus transparent, première chose. Et on peut traiter comme ça. Par contre, de nouveau, le problème de l'ETF, c'est que vous n'avez pas une longue performance. Donc vous êtes obligé de vous dire la performance de l'ETF est liée à la performance de l'indice ou de la thématique sous-jacente. Et si quelque chose se passe mal, tout part en vrille. Alors, j'ai un tout petit compte chez Swissquote, donc très petit. Et donc, à un certain moment, j'écrivais justement un compte épargne investissement jeunesse. Pendant un moment, j'avais écrit là-dessus, après j'ai arrêté. En gros, l'idée, c'était... Pas mal de gens disent, mais moi j'ai 10 000 francs, je fais quoi avec 10 000 ? Est-ce que je vais acheter en direct des Nestlé, des Roche et compagnie ? Un peu compliqué. Est-ce que je vais acheter un fonds ? Ouais, mais si tu ne sais pas ce que tu achètes comme fonds, c'est un peu compliqué aussi. Donc c'était de se dire, mais ça c'est des discussions avec des clients, des choses comme ça, c'est de dire, moi j'ai envie d'avoir 45% de mon portefeuille dans le marché suisse, actions. Bon, moi j'ai de l'UBS, ETF, SMI. Moi j'ai pris le SPI en plus. Distribution, parce que comme je suis vieux, j'aurais besoin de rente supplémentaire. Et donc, à côté de ça, j'aime bien la tech. J'ai pas envie de prendre un tracker tech. Parce que les Magnificent Seven et blablabla, vas-y que je te pousse, si je prends un ETF, ils vont rester toujours avec la même pondération. Donc après, mon acte de gestion, c'est de dire je vends ou je garde. Mais si je dis épargne, investissement, jeunesse, j'ai envie d'être dans la tech, que vous le vouliez ou non, il y a de la tech partout. Donc s'il y a un effet de contagion à cause des Magnificent Seven, blablabla, évidemment, c'est un peu compliqué, mais moi je suis sur le long terme. Alors j'ai pris du Global Tech de Fidelity. Parce que, bon,
j'ai la chance d'avoir vu moult fois le gestionnaire du fonds, le mec qui gère je ne sais plus combien de milliards. Et lui, les Magnificent Seven, il les avait un peu, mais pas les grosses pondérations que l'on avait. Idem, prenons le S&P 500, tout d'un coup, on se rend compte que la tech représente 35-36% du S&P 500. Ah non, 30 depuis 48 oui, depuis, heures. Donc je suis là. Voilà, puis là je me dis, ouais, j'achète quoi, de la tech ou le S&P 500? Donc le S&P 500, ouais, c'est pas embêtant. Puis après, avec les trompettes de la mort, là, c'est vrai qu'il y a des sociétés qui vont bien survivre aux États-Unis, mais c'est plutôt dans les small mid-cap. C'est pas forcément dans les grandes qui exportent, parce qu'elles aussi, elles vont se trouver face à des problèmes. Donc c'est vrai que là où j'ai envie d'avoir un fonds actif et pas un ETF. Alors on va me dire, mais Marco, il y a un ETF, Small Mid Cap, Russell 2000. Oui, mais bon, moi, le Russell 2000... Oui, mais ça s'applique à toi parce que toi, tu as la compétence et tu as l'expérience. Oui, mais comme donc, tu c'est l'as pour ça dit, qu'il faut tu as les deux. rencontré le manager. Fais pas chier. Il y a les deux. Ah, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Non, mais Diversification. Comme ça, vous regardez, comme ça, vous voyez les disposes, et puis vous pouvez collecter justement ces informations, parce qu'elles disparaissent après chaque mois. Mais chaque mois, vous pouvez dire quelles étaient les 10 positions principales de tel fonds actif, et puis après, je peux voir s'il a changé ou pas. C'est un peu compliqué. Alors, si vous appelez Swissquote ou UBS ou je sais pas qui, parce que vous avez votre compte là-bas avec le Global Fidelity Tech Fund, si vous dites à votre gestionnaire et compagnie, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans, lui va retrousser ses manches, il va penser très longtemps, et puis il aura zéro information. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, il aura rien. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu le défaut du fonds de placement, mais l'avantage, c'est que comme il est actif, si je le sens plus ou moins bien, puis après, je vais regarder par rapport à un indice global de la tech, considérant que j'investis pour le long terme. 2008, Roche perd intra-année 40%. 40%. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'était pas une banque, ce n'était pas une assurance, mais on pensait que le marché allait disparaître. La finance disparaît, plus rien. Donc moi j'achète beaucoup d'or, et puis j'achète beaucoup de soldats, pas suisses, mais des vrais soldats, pour venir défendre mon or, parce que tout le monde va savoir que j'ai beaucoup d'or, parce que je pense que le système capitaliste, il est foutu. Donc je veux de l'or, leur refuge par excellence. Roche a remonté. Et en 2008, Roche a augmenté son dividende. Donc à un certain moment, si on travaille sur le long terme, c'est à choisir. Alors nous, ce que l'on dit souvent, voilà pourquoi on dit ils sont complémentaires, c'est que vous pouvez avoir, et ça tout le monde va vous le dire, une poche d'investissement long terme, puis après vous avez à côté une poche où vous dites je vais jouer avec. C'est la réponse. C'est comme dire j'achète Roche et Novartis et un fonds biotech. Ça peut être aussi une idée. Et puis le fonds biotech, si je sens que ça perd pour des raisons de changement de législation, FDA approval, ça ne va pas, je vends mon fonds biotech. Par contre, je vais garder Roche et Novartis. On peut dire la même chose par rapport au fonds. Non, pour ça, souvent. Non, c'est juste. Il n'y a pas un effet de mode avec l'ETF. Via marketing, communication et tout ça. J'ai un peu l'impression que depuis quelques années, on pousse beaucoup les... Ouais. Mais c'est normal. On nous a... Les banques traditionnelles, puis on en a fait quelques-unes, se sont gavées sur les clients. D'accord ? Quand j'étais à l'UBS, j'avais dit une chose qui avait beaucoup plu au chef. C'était pas Simon, c'était un colonel à l'armée. J'ai dit que le secret bancaire était le paravent de l'incompétence des banquiers suisses. Bon, ok. Donc évidemment, ils prenaient des coms sans problème. Sans problème. Donc l'ETF, c'est un peu la réponse du berger à la bergère, en disant, regardez, nous on prend moins. Après, de nouveau, le système, il est un petit peu bizarre, mais les nouveaux venus, et je reviens par rapport à VZ, ils sont marrants ces gens-là, parce que moi je reçois ça tout le temps. C'est ETF encore. Ouais, ok. Donc, rappelez-vous, dans la théorie de la communication, il y a l'entropie et la négantropie. Donc, vous avez un ballon, vous allez souffler dedans, il est gros, il est sympa, puis après, il est poreux. Donc, il faut ressouffler dedans pour qu'il revienne dedans. Donc, la négantropie. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire avec les ETF. On nous dit ETF. Et on peut multiplier les exemples dans d'autres secteurs d'activité.
Donc, on l'a vu avec l'ESG. Acheter électrique, puis moi je dis borne, elles sont où les bornes? Et puis je vais parquer en dessous de chez moi, dans l'immeuble où j'habite. Si chaque voiture a une borne avec une prise, je pense que Genève est dans le noir ce soir. Hein. On ne va pas rentrer dans le débat des voitures électriques parce que sinon. Ah oui, c'est vrai. Non, comment on s'excite pour rien. Non, enfin, donc voilà. Donc effectivement, il y a un effet de mode, et c'est dommage. Et je pense que les sociétés d'asset management, donc qui ont des fonds actifs, n'ont pas été à la hauteur de leur réputation. Je m'explique. Comme ils sont actifs, il y a aussi beaucoup d'analyses qui ont été faites sur la part active du fonds. Est-ce qu'il est vraiment actif, le fonds, ou pas? Et on s'est rendu compte que beaucoup de fonds dits actifs ne l'étaient pas, surtout dans les grosses capitalisations boursières et les gros indices. Donc à partir de là, c'est inintéressant. C'est totalement inintéressant, parce que je vais payer effectivement cher pour quelque chose qui n'est pas terrible. Alors qu'on m'a dit qu'il y avait vraiment plein d'analystes, et puis des compétences incroyables, et puis que les gens savaient des choses que les autres ne savaient pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous avez parlé des qualités nécessaires des managers des fonds de placement, mais j'imagine que c'est de même pour les ETF. Est-ce que vous auriez des noms à nous partager ce soir de quelles sont les sociétés d'actifs, d'assets? Parce que vous avez souvent mentionné ça. Vous avez mentionné ceux que vous n'aimez pas déjà, donc que vous avez ceux que vous aimez. On parle d'ETF. Moi, je pense que... Ah, dans ce genre de société. Mais je crois que... Alors, perso, en tout cas, quand je regarde un ETF, bon, déjà, je ne suis pas un fan des ETF actifs, parce que je trouve que c'est un petit peu... bref, on l'a vu, oui, peut-être que ça apporte quelque chose, mais je ne suis pas convaincu que... Bref. Donc, je mettrais pour moi, en ce qui me concerne, je mettrais ça de côté. Par contre, l'ETF qui fait vraiment du tracking, de toute façon, ça suit un indice. Donc, une fois qu'on connaît l'indice, vous ne prenez pas un gros risque. Après, la règle numéro 1, pour moi, c'est la liquidité. Donc, quand vous tapez sur les sites internet où vous cherchez des ETF sur le CAC 40, par exemple, ou sur des indices un petit peu plus ésotériques, on va dire, vous avez toujours les assets under management, la valeur qu'ils ont en portefeuille. Et bien, vous prenez le plus gros. C'est tout. Celui qui en a le plus. Parce que généralement, ça tombe effectivement sur un BlackRock, sur un iShares ou sur un truc comme ça. Mais ça s'applique à tout dans l'investissement. Vous rentrez jamais dans les trucs où il y a très peu de monde qui est. C'est jamais une bonne information, ça. Et c'est surtout quand vous avez des gros ETF comme ça, vous aurez de la liquidité. Donc quand vous voudrez rentrer ou sortir, vous trouverez de la liquidité. Quand vous avez des tout petits ETF qui sont gérés par des boîtes obscures où ils ont 20 millions under management, là tout d'un coup, ça peut être compliqué pour rentrer ou pour sortir. Donc, il n'y a pas forcément, du moment où on traque un indice, encore une fois, si on parle du S&P 500, du CAC, du DAX ou du SMI, peu importe, du moment où vous traquez un indice, pour moi, vous prenez celui qui est le plus liquide. De toute façon, on les connaît tous. Hein. Vous avez le SPY aux États-Unis qui traque le S&P 500. Je ne vois pas pourquoi j'irai en chercher un autre. Enfin, on peut. Et il y en a des très gros en dessous, mais je ne vois pas pourquoi j'irai chercher. Ça, c'est celui qui était là dès le début, c'est le plus gros. Voilà. Donc, c'est des choses voilà, c'est dans ce sens-là qu'on peut aller chercher. Donc, faire de la pub pour une boîte ou une autre, de toute façon, BlackRock, ils sont les plus gros plus ou moins partout. Donc, mais ce n'est pas la question de BlackRock ou pas. C'est juste tout simplement qu'il faut qu'ils soient présents, conséquents et que ce soit avec des grosses tailles. J'ai eu le cas, l'autre jour, on a commencé à parler d'un ETF sur l'armement européen. Ça, c'est le truc absolument génial qui est sorti il y a 2 semaines. Donc ça, j'adore, hein, parce que vous avez un truc qui est dans une hype totale, ça a pris 250% en 3 semaines, et les gars, boum, je vais sortir un ETF dessus. Vous sortez l'ETF au top du marché. Bref, on ne va pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, là-dessus, vous sortez un ETF qui, dedans, il n'y a pas d'asset sous gestion parce qu'il vient de sortir. La thématique, elle est discutable, et puis le timing est catastrophique. Donc là, vous n'avez pas de liquidité. Donc moi, le lendemain de cette annonce, j'ai un client qui m'appelle et dit « Je veux en acheter ». Bah, tu fais ce que tu veux, mais pas avec moi. Parce que là on rentre, ça coche toutes les cases de dire non, mais oui, peut-être plus tard quand il y aura de la liquidité et que les prix sont baissés. Mais voilà, ce qu'il faut faire attention pour moi, c'est ça. C'est la taille
et la rationalité à l'intérieur, parce que de nouveau, on ne va pas chercher à faire de la spéculation, on cherche à faire de l'investissement. Donc il ne faut pas trop se prendre la tête par rapport à ça. Et ils sont tous réglementés. Du moment où ils sont cotés en bourse, rien que pour être cotés en bourse, on leur demande quand même de montrer patte blanche. Donc il ne faut pas non plus avoir trop peur, mais il faut prendre des choses qui sont liquides et conséquentes en termes de taille. J'ai bon ? Ouais, et puis Non, là, moi, j'ai je- mis les exemples sur le marché américain. Bon, le premier, c'est du swap et c'est le Nasdaq, c'est le marché américain. Donc, est-ce que je veux jouer le Nasdaq ou pas? Mais après, si vous regardez tous ceux qui ont l'air d'être plus ou moins MSCI États-Unis, le year to date, donc c'était au 20 février, à une année ou à 3 ans, vous voyez que ça se tient relativement, hein, les performances. Donc, c'est le propre d'un ETF. Parce que si. Heureusement. Ouais, Ouais, parce que tiens. autrement, ça serait un petit peu embêtant. Donc, après. Vous prenez les sociétés connues et puis dans les ETF en général, de nouveau, dans les actifs, c'est JP Morgan et Fidelity. Fidelity, c'est le nouveau venu par rapport à JP. Dans les ETF normaux, entre guillemets normaux, BlackRock, donc iShares, Invesco était pas mal non plus. Donc vous les voyez là, donc, et les Spider qui sont aussi dedans. Franchement, là, vous prenez une bonne société, elles sont grosses, donc il n'y a pas de problème. Franchement, là, il n'y a pas de problème. Là, j'avais mis, on voit par exemple que l'Invesco S&P 500, lui, se calque sur le MSCI USA, qui est encore un autre indice. Par contre, par rapport à des actions États-Unis, ça dépend quel est l'indice de référence. Faites attention, justement, c'est ça l'idée, c'est de chercher l'indice. Ça, j'étais sur le site de Cantalis, si jamais. Pays émergents, ça c'était un autre exemple. Le Global High Yield. Alors le Global High Yield, c'était tout simplement pour se dire qu'au fond, on se rend compte que le iShares Global High Yield n'était pas terrible par rapport à un indice qui est le ICE BOFA Bank of America. Donc voilà, donc pour dire que selon les certaines classes d'actifs, ça vaut la peine d'aller googliser un tout petit peu pour voir. Il y a des sites où ils mettent les ETF et puis vous pouvez gratuitement quand même regarder, avoir pas mal d'informations. D'où voilà, c'était la réponse, c'est oui. On en revient chaque fois, on tourne en rond dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est une réponse de Normand, donc en Suisse c'est assez drôle, mais c'est un tout petit peu ça l'idée, quoi. Donc petit portefeuille quand vous commencez, pensez justement à cette allocation, pensez qu'effectivement les ETF, selon les marchés, ça vaut la peine de les prendre. Nommément, franchement, la Suisse. N'essayez pas de prendre un fonds actif sur la Suisse. C'est ridicule, c'est totalement ridicule. D'accord ? C'est trop petit, donc ça n'a pas de sens. Un fonds sur le MSCI Europe, ça c'est intéressant. Un fonds sur le S&P 500, ça n'est pas intéressant. Donc vous voyez, ça dépend, pourtant c'est un gros. Mais on se rend compte que, par contre, pour certaines thématiques, ça vaut la peine. Après, il y a des gens qui se disent, moi je vais jouer plutôt croissance ou plutôt value. Alors après, ça c'est aussi des effets de mode. Alors c'est des gens qui disent, je modifie mon portefeuille en fonction de growth et value. On peut toujours imaginer. L'autre chose qui est aussi intéressante, si vous achetez un ETF sur le S&P 500, je fais un lien parce qu'on m'a payé pour. Il y a les produits DOTS, par exemple, chez Swissquote, ou bien vous avez les options listées. Donc vous pouvez garder votre ETF, vous savez qu'il va faire comme l'indice. D'accord, c'est pas un actif. Puis vous achetez un put pour vous protéger derrière, plutôt que d'essayer de vendre et de racheter, parce que comme on disait, de timer le marché. Si on savait le faire, déjà aucun d'entre vous serait ici. Et surtout pas nous. Et surtout pas nous. Quoi. Voilà, on a fait le tour de voulez qu'on l'ordre parle de de Trump ? Non, mais on va en parler après. Alors, Ah oui, je pardon. sais- ouais. Est-ce qu'on... Ok, bon, on a encore le temps, les yeux. Donc, je vous avais dit qu'on allait avoir des experts de qualité ce soir avec Thomas, Marco et Issa. Alors, j'avais aussi un petit mot pour Issa, la hantise de Issa, pour travailler avec lui déjà un petit moment. Pourquoi je l'ai engagé ? Parce que c'est une mine d'or. Et sa hantise, c'est de ne pas être en mesure de répondre à une question. Alors, ce soir, je vous lance le défi de lui poser toutes les questions les plus difficiles et les plus brûlantes. Et non, tu n'as pas le droit à la réponse, excuse-moi, Non, Issa. mais quand on sera là-bas, oui. Tu vas me mettre en difficulté.
Voilà, donc surtout, n'hésitez pas. Thomas et Marco se feront un plaisir également de répondre à vos questions, car nous savons que c'est la partie finalement la plus intéressante, celle avec laquelle vous allez repartir. Je tenais à faire un petit coucou à tous ceux qui nous regardent en ligne. Merci infiniment, vous êtes très nombreux, on apprécie énormément. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier énormément de votre venue. C'est très sympathique pour nous toujours de vous rencontrer en personne. J'appelle également tous les membres de notre Customer Care et mon équipe à se joindre à nous sur scène. S'il vous plaît, rapidement, ne soyez pas timides. Voilà. Marco et Thomas, vous pouvez venir ici. Comme ça, vous mettez une image et un portrait sur tous les noms que nous avons mentionnés. Et ce sont les personnes qui se tiennent à disposition. Et vous voyez, on est nombreux. On travaille toujours en équipe pour répondre à vos questions. Au nom de Swissquote, un grand merci et au plaisir de vous retrouver à notre pub pour un apéro sympathique et pour finir la soirée en beauté. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ouais, moi aussi.